Il y a un moment dans la vie où nous nous arrêtons et nous nous demandons comment nos grands-mères, souvent sans instruction scolaire, ont-elles réussi à transmettre une sagesse aussi solide. Il est curieux de noter que Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, a consacré une grande partie de son œuvre à montrer qu'il existe en chacun de nous un inconscient collectif, rempli de symboles, d'images et de vérités qui traversent les générations. Cet inconscient fonctionne comme une bibliothèque silencieuse, où sont conservées les expériences universelles de l'humanité, prêtes à émerger sous forme de dictons, de gestes, de rêves et de conseils. Lorsque nous nous souvenons de phrases simples prononcées par nos grands-mères, « Attends le bon moment », ne te fie pas aux paroles creuses, la vie exige de la discipline. Nous sommes en fait en contact avec ce même inconscient que Jung a étudié. Leur sagesse n'était pas seulement le fruit d'une expérience pratique accumulée au quotidien, c'était une forme de connaissance archétypale, transmise de génération en génération, qui relie le présent à quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est le premier point que nous devons comprendre. La sagesse de notre grand-mère n'est pas moindre parce qu'elle n'a pas été écrite dans des livres. Au contraire, elle a survécu parce qu'elle était essentielle. Ce qui ne résiste pas au temps disparaît. Ce qui reste debout, traversant les siècles, c'est parce que cela correspond à un besoin fondamental de l'âme humaine. Jung disait que les archétypes sont comme des racines invisibles, soutenant la vie psychique sans que nous ayons besoin de les voir. Les paroles de grand-mère étaient l'expression vivante de ces racines. Peut-être, dans notre jeunesse, n'avions-nous pas la patience de les écouter. Notre soif de vivre, d'expérimenter et de prouver le contraire nous faisait considérer bon nombre de ces conseils comme démodés. Mais le temps a un pouvoir transformateur. Après 50 ans, lorsque nous avons déjà fait face à des pertes, des déceptions et des changements profonds, ces phrases apparemment simples reviennent à notre mémoire avec un autre poids. Nous découvrons qu'il y avait derrière elles une vérité psychologique que Jung a consacré toute sa vie à étudier. Il y a des leçons que vous avez oubliées, mais qui continuent à vivre en vous. Ce sont des conseils que Jung aiderait à interpréter non pas comme de simples phrases à effet, mais comme des reflets de l'âme collective. Ce qui semblait être des conseils de cuisine ou des conversations de jardin est en fait le langage symbolique de l'inconscient. Jung disait que ce que nous devons apprendre, la vie nous le présente à plusieurs reprises jusqu'à ce que nous le comprenions. Les grands-mères le savaient déjà intuitivement. Elles enseignaient que la vie ne se résume pas à l'immédiat, que chaque choix a des conséquences, que la discipline forge le caractère et que la vérité finit toujours par apparaître, tôt ou tard. C'est pourquoi, en revisitant la sagesse des grands-mères avec le regard de Jung, nous ne faisons pas que nous remémorer des souvenirs affectifs. Nous ouvrons une carte de vie pour ceux qui ont dépassé la cinquantaine, une phase où la quête ne se limite plus à la recherche de conquêtes extérieures, mais devient une quête de sens. Jung appelait ce processus « individuation », le parcours qui consiste à intégrer qui nous sommes vraiment, en acceptant nos ombres, en accueillant nos lumières et en trouvant un équilibre intérieur qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. Dans cette vidéo, nous allons revisiter les leçons fondamentales que votre grand-mère connaissait et qui, réinterprétées par la psychologie profonde, deviennent un guide de maturité. Ce ne sont pas des règles toutes faites, ni des formules magiques. Ce sont des principes universels qui, une fois rappelés, nous aident à traverser le présent avec plus de sérénité, de dignité et de clarté. Car la vérité est la suivante. Vous les avez peut-être oubliées, vous les avez peut-être même méprisées dans le passé, mais ces leçons n'ont jamais cessé d'être en vous. Elles attendaient simplement le bon moment pour être redécouvertes. Aujourd'hui, parcourons ensemble ce chemin, de la mémoire à la conscience, de l'expérience personnelle au symbole collectif, et retrouvons la sagesse qui nous a été transmise comme un héritage silencieux. Nos grands-mères savaient attendre. Il y avait une cadence dans leurs gestes, une confiance silencieuse dans le rythme naturel des choses. Elles cuisinaient lentement, cultivaient des plantes avec patience, attendaient des lettres qui mettaient des jours à arriver, et pourtant, elles restaient sereines. Ce n'était pas seulement un trait de personnalité, mais une façon d'être au monde. Jung, en observant le fonctionnement de la psyché, dirait que cela représente le lien avec l'archétype de l'ancien, cette image ancestrale qui comprend que la vie ne peut être précipitée et que tout a son temps de maturation. Dans le regard de la grand-mère, il y avait quelque chose qui nous manque aujourd'hui, la certitude que tout ne dépend pas du contrôle. Le temps, même si nous essayons de le maîtriser, a son propre ordre.
Et la patience n'est pas une forme de passivité, comme nous le pensons souvent, mais un acte de confiance dans cet ordre supérieur. Lorsque ma grand-mère disait « Attends, chaque chose en son temps », elle nous apprenait à vivre en harmonie avec un principe universel. Carl Jung a observé que l'inconscient n'obéit pas à la logique immédiate de l'ego. Il a son propre rythme, comme une graine qui germe sous terre avant de pousser à la lumière du jour. Et c'est précisément dans la patience que nous créons l'espace nécessaire à ce processus. L'ego impatient veut des solutions instantanées, mais la psyché profonde sait que la précipitation ne fait que renforcer l'anxiété. Jung affirmait que ce qui résiste persiste. Plus nous luttons contre le temps, plus nous sommes prisonniers. Au contraire, lorsque nous attendons, l'inconscient travaille, mûrissant des solutions que la conscience seule ne serait pas capable d'atteindre. Si nous regardons en arrière, nous nous rendons compte que de nombreux problèmes se sont résolus, non pas parce que nous avons forcé, mais parce que nous avons laissé le temps faire son œuvre. Des relations qui semblaient perdues ont trouvé un nouvel équilibre après une période de distance. Des douleurs émotionnelles insupportables sont devenues plus légères après avoir traversé le filtre des années. Les décisions difficiles, une fois mûries, se sont révélées plus sages que si elles avaient été prises à la hâte. Le temps, tel un maître silencieux, s'est chargé de remettre chaque chose à sa place. Nos grands-mères, sans connaître les théories psychologiques, vivaient déjà cette vérité. Elles savaient qu'on ne récolte pas le jour où on sème, qu'un enfant met des années à devenir adulte, que les douleurs ont besoin de temps pour guérir. C'était une sagesse du rythme, un respect pour la cadence de la vie. Jung appellerait cela vivre en harmonie avec les archétypes, reconnaître qu'il existe des lois plus grandes que la volonté individuelle. Pour ceux qui ont dépassé la cinquantaine, cette leçon est encore plus précieuse. La jeunesse insiste pour courir, pour obtenir des résultats immédiats, pour croire que tout doit se passer maintenant. Mais avec la maturité, nous apprenons que toutes les réponses ne viennent pas quand nous le voulons. La vie a besoin de temps pour révéler sa profondeur, et forcer ce processus est une perte d'énergie. L'application pratique est claire. Dans la vieillesse, le temps n'est pas un ennemi, mais un allié. C'est en lui que se révèle la véritable profondeur de l'être. Chaque année ajoute non seulement des rides, mais aussi des couches de compréhension. Le silence d'une attente bien vécue peut apporter plus de clarté que 1000 tentatives anxieuses. La patience nous apprend à croire que la vie se déroule selon un fil invisible et qu'il nous appartient de participer à ce fil avec sérénité. Pensons à toutes les situations qui auraient pu être différentes si nous avions attendu un peu plus longtemps. Un mot prononcé au mauvais moment détruit ce qui aurait pu être guéri par le silence. Un choix fait sous l'impulsion du moment engendre des conséquences qui auraient pu être évitées avec calme. Au contraire, lorsque nous cultivons la patience, nous laissons la vie nous montrer des chemins que la précipitation ne nous permettrait jamais de voir. Ainsi, la leçon que nous avons héritée de nos grands-mères et que Jung confirmerait avec sa psychologie profonde est simple et puissante. Attendre n'est pas perdre du temps, c'est respecter le temps. La véritable maturité ne se mesure pas au calendrier, mais à l'âme qui a appris à faire confiance au rythme invisible de l'existence. Si vous aimez les réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Les grands-mères savaient écouter, plus que parler. Elles avaient en elles une patience silencieuse qui souvent valait mieux que n'importe quel conseil immédiat. Il ne s'agissait pas seulement de garder ses mots, mais de comprendre que dans le silence, l'autre trouve l'espace pour se révéler. Jung, dans ses études sur la psyché, soulignait que l'inconscient se manifeste dans les intervalles, les laps de temps et les silences. Ce que nous ne parvenons pas à exprimer avec des mots apparaît souvent dans des gestes, des pauses, des larmes contenues ou des rires nerveux. Écouter, ce n'est donc pas seulement entendre des sons, c'est accueillir ce qui se cache dans le non-dit. La leçon est claire. Ceux qui apprennent à écouter en apprennent davantage sur eux-mêmes et sur les autres que ceux qui parlent tout le temps. Nos grands-mères semblaient comprendre cela intuitivement. Elles savaient que les confidences d'un enfant ou d'un petit enfant n'avaient pas besoin d'une réponse immédiate, mais d'une présence qui ne jugeait pas. Leur silence n'était pas une absence, mais une profondeur. C'était comme si elles disaient « Je suis là, dis ce que tu as à dire, je ne suis pas pressé ». Ce type d'écoute a un pouvoir transformateur que peu de mots peuvent atteindre. En psychologie analytique, Jung utilisait ce même principe. Dans de nombreuses séances, ce n'était pas l'analyste qui parlait le plus, mais le patient.
Jung savait que l'inconscient avait besoin d'espace pour s'exprimer. En demandant le silence, il ouvrait un champ pour que les symboles et les images émergent sans l'interférence de la raison. C'est dans cet espace d'accueil que l'inconscient s'exprime, parfois à travers des rêves, parfois à travers des lapsus, parfois à travers de petites associations qui ne se révèlent que lorsqu'elles ne sont pas interrompues. Tout comme dans l'analyse, le silence des grands-mères fonctionnait comme une invitation. Ceux qui s'asseyaient à côté d'elles pouvaient soudainement sentir que quelque chose de longtemps enfoui trouvait le moyen de sortir. Il n'y avait pas besoin de solutions rapides ou de jugements sévères. Il suffisait d'écouter attentivement, de suivre chaque mot du regard, d'incliner la tête en signe de compréhension. Là, la douleur devenait moins lourde parce qu'elle était partagée. C'est un apprentissage particulièrement précieux pour ceux qui ont déjà traversé 5, 6 ou 7 décennies de vie. Souvent, nous croyons que la maturité nous donne le droit de parler davantage, de conseiller davantage, de donner notre avis sur tout. Et, en effet, l'expérience accumulée est un trésor. Mais il existe une autre forme de sagesse, peut-être encore plus rare, la capacité de se taire et d'écouter. À 50, 60, 70 ans, l'écoute profonde est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions offrir aux autres. Dans la pratique, cela signifie apprendre à écouter sans préparer mentalement la réponse. Cela signifie permettre à l'autre de terminer ses phrases, même lorsqu'elles semblent confuses. Cela signifie accepter le silence dans la conversation, sans l'anxiété de le remplir de mots. Écouter est un exercice d'humilité, car cela nous rappelle que le monde ne tourne pas autour de ce que nous pensons, mais aussi de ce que l'autre a besoin d'exprimer. De plus, écouter profondément est aussi une forme de connaissance de soi. Jung disait que « celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Le silence que nous offrons à l'autre nous permet également d'entendre notre propre voix intérieure. C'est souvent dans les pauses d'une conversation que nous prenons conscience de quelque chose sur nous-mêmes. L'acte d'écouter n'est donc pas seulement de l'altruisme, c'est aussi un processus d'individuation, de maturation de l'âme. En réfléchissant à cette leçon, nous réalisons que le bruit du monde moderne, avec ses informations constantes, ses opinions accélérées et ses réponses instantanées, nous a éloignés de l'art d'écouter. Mais il est encore possible de le retrouver. Et peut-être que le public le plus préparé à cela est justement celui qui a déjà l'âge de comprendre la valeur du silence. Ainsi, lorsque nous nous souvenons de nos grands-mères qui écoutaient plus qu'elles ne parlaient, nous n'évoquons pas seulement un souvenir affectif. Nous nous rappelons que sans écoute, il n'y a pas de véritable relation humaine. Le silence qui accueille est plus puissant que le discours qui interrompt. Et Jung nous a enseigné que, lorsque le silence est respecté, l'inconscient trouve sa propre façon de se manifester et nous conduit souvent à la guérison. La grand-mère n'avait pas besoin de preuves scientifiques pour croire en la force de l'invisible. Il lui suffisait de regarder le ciel et de dire que le temps allait changer. Il lui suffisait de ressentir un malaise pour avertir son petit-fils de ne pas sortir de chez lui. Il lui suffisait de rêver de quelqu'un de lointain pour conclure que des nouvelles importantes étaient en route. Pour beaucoup, ces attitudes semblaient relever de la superstition. Mais pour Jung, elles révélaient quelque chose de beaucoup plus profond. La manifestation de l'archétype du soi, la totalité psychique qui nous guide au-delà du rationnel et nous relie au mystère de l'existence. La leçon à en tirer est claire. L'intuition est un savoir aussi légitime que la logique. Il ne s'agit pas de nier la raison ou de mépriser la science, mais de comprendre qu'il existe d'autres formes de connaissances qui ne peuvent être quantifiées ou prouvées expérimentalement. La grand-mère savait, en silence, que la vie ne se résume pas à ce qui peut être mesuré. Et Jung soulignait que l'âme humaine se nourrit également de symboles, de signes et de synchronicités. Des expériences que la logique pure ne peut expliquer, mais qui marquent profondément notre existence. Pour Jung, les rêves étaient l'une des expressions les plus puissantes de cette force invisible. Ils apportèrent des images issues de l'inconscient collectif, montrant à la conscience ce qui devait être vu. En interprétant un rêve comme un avertissement ou un conseil, ma grand-mère faisait exactement cela. Elle donnait une voix à l'inconscient. Il en allait de même pour les pressentiments et les présages. Quand elle disait que le cœur l'avait prévenue, elle ne parlait pas en métaphore. Elle parlait d'une sagesse qui échappe au rationnel, mais qui se vérifie par l'expérience. Un autre concept fondamental de Jung est la synchronicité, c'est-à-dire la coïncidence significative entre des événements extérieurs et des états intérieurs. Pour ma grand-mère,
Rencontrer quelqu'un de manière inattendue ou recevoir une nouvelle juste après avoir pensé à une personne donnée n'était pas une simple coïncidence. C'était un signe, un message de la vie. Jung serait d'accord. La synchronicité est la manière dont l'inconscient et le monde communiquent, comme s'il y avait un lien invisible qui reliait tout. Cette leçon est particulièrement pertinente après 50 ans. Jusqu'à l'âge mûr, nous avons tendance à nous fier davantage à la logique, à l'effort et au contrôle. Mais en traversant la seconde moitié de notre vie, nous découvrons que la rationalité n'explique pas tout. Les maladies surviennent sans prévenir. Des personnes s'éloignent sans raison apparente. De nouvelles voies s'ouvrent sans qu'elles aient été planifiées. Et c'est précisément à ce moment-là que nous apprenons à respecter l'invisible. L'intuition devient non seulement un outil utile, mais aussi une boussole intérieure. Application pratique. Reconnaître la valeur de l'intuition, c'est retrouver une dimension oubliée de la sagesse. Cela signifie prêter attention aux rêves, aux coïncidences significatives, aux signes subtils du corps et de l'âme. Cela signifie percevoir quand une sensation désagréable tente d'alerter sur un danger, ou quand une émotion forte face à quelqu'un révèle plus que ce que l'apparence suggère. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la psychologie profonde. L'intuition est également fondamentale dans les relations humaines. Souvent, ce n'est pas une phrase ou un argument qui révèle qui est l'autre, mais un regard, un ton de voix, une énergie difficile à définir. Ma grand-mère le savait lorsqu'elle disait « Cette personne ne m'inspire pas confiance ». Jung dirait qu'elle percevait à travers son inconscient quelque chose que la logique ne pouvait encore percevoir. Bien sûr, l'intuition peut échouer si elle est confondue avec la peur ou les préjugés. Mais lorsqu'elle est cultivée avec l'expérience et la maturité, elle devient une alliée puissante. Après 50 ans, nous avons accumulé suffisamment d'histoires pour distinguer une impression superficielle d'un véritable pressentiment. Le secret réside dans la culture du silence intérieur afin d'entendre la voix de l'intuition sans distorsion. Ainsi, la leçon de ma grand-mère et celle de Jung convergent vers la même vérité. Il existe une force invisible qui nous guide, et apprendre à la reconnaître est un signe de maturité. Nous n'avons pas à choisir entre la logique et l'intuition. Nous devons les intégrer. La raison organise, mais l'intuition guide. La science explique, mais l'invisible donne du sens. Et c'est peut-être là que réside la plus grande sagesse. Vivre en sachant que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous pouvons apprendre à écouter les signes subtils de la vie. Car, comme le rappellerait Jung, ce qui ne peut être vu existe néanmoins. Et c'est souvent ce qui importe vraiment. La vie de ma grand-mère était régie par des routines. Il y avait des horaires pour se lever, pour préparer les repas, pour s'occuper de la maison, pour cultiver le jardin ou pour aller au marché. Même dans les tâches les plus simples, plier les vêtements, balayer la cour, trier les épices, il y avait une cadence qui transmettait un sentiment de sécurité. Pour beaucoup de jeunes, cette répétition pouvait sembler limitée ou monotone. Mais pour Jung, cette pratique révélait quelque chose de profond, le besoin d'ordre face au chaos de l'inconscient. La discipline, dans cette perspective, n'est pas une oppression, mais une attention portée à sa propre énergie. La vie psychique, disait Jung, est constamment en quête d'équilibre. En nous coexistent des forces conscientes et inconscientes, des instincts et des symboles, des désirs et des peurs. Sans structure, nous courons le risque d'être engloutis par cet océan intérieur. C'est pourquoi les rituels quotidiens, aussi simples soient-ils, fonctionnent comme des ancres symboliques. Ils nous rappellent qu'il existe un ordre possible au milieu du flux de la vie. Lorsque ma grand-mère répétait certains gestes quotidiennement, elle stabilisait, sans s'en rendre compte, sa propre psyché. Préparer le café à la même heure, dresser la table avec soin, prier avant de se coucher, tout cela était plus qu'une simple habitude. C'étaient des rituels d'ordre, qui renforcèrent l'esprit et structurèrent le cœur. Jung observait que les symboles et les rituels n'ont pas seulement une fonction pratique, ils sont les langages de l'inconscient. Ce qui se répète avec intention se transforme en force intérieure. Cette leçon est particulièrement importante pour la seconde moitié de la vie. Après 50 ans, beaucoup sont confrontés au risque de dispersion. Les enfants ont déjà pris leur envol, les exigences professionnelles changent, l'énergie physique n'est plus la même. C'est à ce moment-là que l'absence de discipline peut laisser place à l'apathie, à la stagnation et même à la dépression. Au contraire, cultiver une routine saine, même simple, devient une protection contre le vide. La discipline n'a pas besoin d'être lourde ou rigide,
Elle peut se composer de petites habitudes, une promenade matinale, la lecture d'un livre à la même heure, le soin d'une plante, la pratique d'un exercice spirituel ou physique. L'essentiel est que ces rituels maintiennent l'esprit actif et donnent à l'âme un sentiment de continuité. Jung dirait que ces gestes sont des moyens conscients d'intégrer l'inconscient, créant l'harmonie plutôt que le chaos. Il est intéressant de noter que cette discipline de la grand-mère n'était pas le fruit d'une imposition extérieure, mais d'une sagesse pratique. Elle savait que sans ordre, la vie nous échappe. Le pain a besoin de temps pour lever, le linge doit être lavé et étendu, l'enfant a besoin d'une routine pour se sentir en sécurité. Tout cela était enseigné jour après jour, sans long discours, mais simplement par l'exemple. Et cet exemple restait gravé, non seulement dans la mémoire, mais aussi dans l'inconscient des enfants et petits-enfants. Aux yeux de la psychologie jungienne, la discipline est aussi un moyen de protéger l'énergie vitale. Lorsque nous dépensons nos forces de manière désorganisée, nous finissons par être épuisés, sans direction. Mais lorsque nous savons organiser le temps et l'espace, l'énergie circule de manière équilibrée. C'est pourquoi Jung affirmait que la psyché recherche toujours la compensation. Lorsqu'il y a trop de chaos, le désir d'ordre apparaît. Lorsqu'il y a trop de rigidité, l'âme réclame de la flexibilité. Le secret réside dans l'équilibre. Application pratique, dans la vieillesse, la discipline se transforme en un acte de soin de soi. Il ne s'agit pas de suivre des règles externes, mais de reconnaître que l'ordre maintient l'esprit clair et le corps plus disposé. En établissant des rituels personnels, nous envoyons à l'âme le message que nous sommes toujours maîtres de notre énergie. Lire, écrire, marcher, prendre soin de sa santé, manger régulièrement, tout cela devient non seulement une habitude, mais aussi une forme de dignité. Ainsi, la leçon que notre grand-mère nous a laissée est profonde. La discipline est le pont entre le chaos intérieur et la sérénité extérieure. Ce n'est pas une prison, mais une protection. Ce n'est pas de la rigidité, mais une structure. C'est la certitude que dans un monde instable, nous pouvons trouver notre propre rythme qui nous soutient. Jung le confirmerait. Lorsque nous cultivons des rituels qui donnent de l'ordre à la vie, nous renforçons non seulement le corps et l'esprit, mais aussi l'âme. Ma grand-mère n'avait pas le temps de tourner autour du pot. Son langage direct, parfois même dur, reflétait une attitude qui, à première vue, pouvait sembler sévère mais qui avait une fonction libératrice. Jung reconnaîtrait dans ce comportement l'expression de l'archétype de la mère terrible, cette figure qui confronte, qui n'adoucit pas la réalité, mais qui, précisément pour cette raison, ouvre la voie à la croissance. C'était un amour qui ne se confondait pas avec la condescendance. La vérité, même lorsqu'elle était tranchante, était offerte comme une forme de protection et de clarté. La leçon est simple mais puissante. La sincérité est dure, mais elle guérit. Dans un monde plein de masques sociaux, où beaucoup préfèrent sauver les apparences plutôt que de dire ce qu'ils pensent vraiment, la grand-mère apparaissait comme une voix qui ne se laissait pas intimider. Si quelque chose n'allait pas, elle le disait. Si quelqu'un avait besoin d'entendre un avertissement, elle n'hésitait pas. Ses paroles, même lorsqu'elles dérangeaient, restaient gravées comme des graines qui, plus tard, germaient sous forme de sagesse. Jung considérait la confrontation avec l'ombre comme une étape indispensable du processus d'individuation. L'ombre est composée de tout ce que nous rejetons en nous-mêmes, nos défauts, nos pulsions, nos peurs et nos contradictions. Tant que nous ne l'affrontons pas, elle agit de manière cachée, influençant nos choix sans que nous nous en rendions compte. La confrontation est douloureuse, mais nécessaire. De la même manière, les vérités dérangeantes prononcées par notre grand-mère étaient de petits chocs qui nous obligeaient à regarder ce que nous ne voulions pas admettre. Combien d'entre nous gardons encore aujourd'hui en mémoire des phrases prononcées par elle à des moments critiques, des mots qui, au moment où ils ont été prononcés, semblaient trop durs, mais qui ont révélé plus tard leur importance. La grand-mère qui disait « Tu te trompes, cette amitié va te causer des problèmes. Ne dépense pas ce que tu n'as pas », ne le faisait pas pour le plaisir de blesser, mais par sagesse. C'était une tentative d'éclairer ce qui était encore dans l'ombre. Dans la psychologie jungienne, cette attitude a une valeur particulière. L'inconscient ne se transforme pas avec des compliments faciles ou des phrases superficielles, mais avec le courage d'affronter ce qui est caché. De la même manière, ma grand-mère nous enseignait que la vie ne permet pas de mûrir sans affronter ses propres illusions. Sa sincérité était à la fois un appel et un miroir. Cette leçon est encore plus significative après 50 ans.
À cette étape de la vie, les masques sociaux ont tendance à tomber. Nous n'avons plus besoin d'impressionner autant. Nous n'avons plus autant de temps à perdre avec des illusions. La sincérité envers soi-même devient non seulement une vertu, mais une nécessité vitale. Reconnaître que nous avons commis des erreurs, que nous n'avons pas été parfaits, que nous avons encore des peurs et des limites, tout cela ouvre la voie à une vie plus authentique. Jung rappelait que le processus d'individuation exige cette honnêteté brutale. Sans elle, nous restons prisonniers de rôles et de façades qui ne nous conviennent plus. Application pratique. Être vrai avec soi-même et avec les autres est la seule voie vers des relations authentiques. Cela ne signifie pas brutalité ou manque de compassion, mais le refus de vivre dans l'illusion. Une relation qui dépend de masques est vouée à se rompre. Au contraire, lorsque nous cultivons la sincérité, même si elle est inconfortable, nous créons des liens basés sur une confiance réelle. L'exercice de la sincérité exige également du courage. Nous ne voulons pas toujours entendre la vérité, et encore moins la dire. Mais, tout comme la grand-mère qui ne se taisait pas face à l'erreur, nous devons apprendre à soutenir la parole honnête. C'est elle qui empêche les problèmes de s'aggraver en silence. C'est elle qui empêche l'ombre de devenir destructrice. Et c'est elle qui nous libère du poids de vivre en faisant semblant. Le souvenir de la grand-mère sincère n'est donc pas seulement un souvenir d'enfance, c'est une invitation à retrouver sa propre intégrité. Car, comme l'enseignait Jung, ce n'est qu'en affrontant ce qui est désagréable que nous pouvons évoluer. Et comme le rappelèrent les grands-mères, seule la vérité a le pouvoir de guérir. Les grands-mères conservaient des recettes manuscrites dans des cahiers jaunis par le temps, transmettèrent des histoires répétées autour de la table, préservèrent des objets chargés de souvenirs, une broderie, de la vaisselle ancienne, une photographie en noir et blanc. À première vue, il ne s'agissait que de souvenirs sentimentaux. Mais du point de vue de la psychologie de Jung, ces pratiques révèlent quelque chose de beaucoup plus grand. Le lien avec l'archétype de la grande-mère, cette force ancestrale qui préserve la continuité de la vie et garantit que la flamme de la mémoire ne s'éteigne jamais. La leçon qui en ressort est simple, mais profonde. Respecter les traditions, ce n'est pas vivre dans le passé, mais porter des symboles qui soutiennent le présent. Dans un monde qui change à un rythme effréné, où tout semble jetable et remplaçable, la grand-mère devient la gardienne de ce qui demeure. Son rôle n'est pas seulement sentimental, mais symbolique. Elle maintient en vie les racines qui donnent un sens aux nouvelles générations. Pour Jung, les symboles culturels sont les vecteurs de la psyché. Ils ne meurent pas, ils changent simplement de forme. Une ancienne prière, un geste répété avant les repas, un dicton populaire, tout cela sert de pont entre l'inconscient collectif et la vie quotidienne. Ce sont des expressions qui nous relient à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, nous rappelant que nous appartenons à une histoire qui a commencé avant notre naissance et qui se poursuivra après notre départ. Lorsque notre grand-mère nous apprenait à préparer une recette familiale, elle ne nous transmettait pas seulement une façon de cuisiner. Sans s'en rendre compte, elle nous inscrivait dans une lignée. Chaque ingrédient, chaque odeur, chaque saveur portait en lui les souvenirs de ceux qui nous ont précédés. C'était comme si, en mangeant ce plat, nous participions à un rituel d'appartenance. Jung appellerait cela un contact avec l'inconscient collectif à travers l'expérience symbolique. Il en allait de même pour les histoires répétées des dizaines de fois. Beaucoup de petits-enfants, encore enfants, pouvaient s'impatienter. Encore cette histoire? Mais avec le temps, nous avons réalisé que chaque répétition renforçait une identité. L'histoire ne concernait pas seulement un ancêtre lointain, mais nous-mêmes. C'était une façon de nous rappeler que notre vie n'est pas née dans le vide, mais qu'elle est enracinée dans un sol fertile d'expériences accumulées. Cette leçon est encore plus pertinente après 50 ans. C'est précisément à cette étape de la vie que le passé prend une nouvelle importance. Nous ne regardons plus en arrière avec l'impatience de la jeunesse, mais avec le besoin de comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Loin d'être un fardeau, les traditions deviennent des racines qui nous renforcent. Elles nous rappellent que, même en période de changement, il existe un fil invisible qui nous soutient. Dans la pratique, le maintien des traditions familiales contribue non seulement à renforcer notre propre identité, mais aussi à donner un sens aux nouvelles générations. Les enfants et petits-enfants qui grandissent sans référence symbolique ont tendance à se sentir déracinés, sans savoir exactement à quoi ils appartiennent. Au contraire, lorsqu'ils participent à des rituels familiaux,
Qu'il s'agisse d'un déjeuner dominical, d'une histoire racontée lors d'occasions spéciales ou d'un objet transmis de génération en génération, ils intériorisent la notion de continuité, et cela leur apporte de la sécurité. Jung disait que l'être humain a autant besoin de symboles que d'air. Sans symboles, la vie perd de sa densité et devient superficielle. Les traditions, en ce sens, sont des symboles vivants, renouvelés à chaque répétition. Les détails extérieurs importent peu, que la fête soit organisée de la même manière ou que la nourriture soit identique. Ce qui importe, c'est la fonction symbolique de maintenir le lien avec la mémoire collective. Ainsi, la leçon de la grand-mère est claire. Il ne s'agit pas de vivre prisonnier du passé, mais de porter en soi ce qui soutient le présent. Les traditions ne nous empêchent pas d'avancer. Au contraire, elles nous donnent des racines pour que nous puissions grandir avec fermeté. L'arbre qui perd ses racines peut certes pousser rapidement, mais il ne résiste pas au premier vent violent. La personne qui perd son lien avec les traditions court le même risque, vivre de manière fragile, sans sens profond. Par conséquent, sauver les traditions, valoriser les symboles et honorer la mémoire n'est pas de la nostalgie. C'est de la psychologie profonde, c'est prendre soin de son âme. Et comme nous l'ont enseigné nos grands-mères, c'est le secret qui permet à chaque génération de trouver, au milieu des changements du monde, une base solide pour vivre. La grand-mère savait aimer en imposant des limites. Son affection n'était ni complaisante au point de tout permettre, ni sévère au point d'étouffer. Elle avait en elle un rare équilibre entre tendresse et fermeté, entre l'étreinte qui réconfortait et l'avertissement qui corrigeait. Jung interpréterait cette attitude comme l'expression de la fonction régulatrice de la psyché. Lorsque l'amour est donné sans limite, il dégénère en indulgence et affaiblit. Lorsque la limite est imposée sans amour, elle dégénère en oppression et blesse. La sagesse de la grand-mère consistait précisément à unir les deux pôles, montrant qu'éduquer, c'est aimer de manière responsable. La leçon est claire. L'équilibre entre l'affection et la rigueur est la base de la maturité. Il n'y a pas de croissance sans correction, mais il n'y a pas non plus de courage sans affection. Une dureté excessive crée des individus peu sûrs d'eux et rancuniers. Une permissivité excessive engendre des personnalités fragiles et incapables de faire face à la réalité. La grand-mère le savait instinctivement. Elle réprimandait quand c'était nécessaire, mais sa réprimande était toujours soutenue par l'amour que tout le monde ressentait. Dans la psychologie jungienne, cette dynamique peut être comprise à la lumière du processus d'individuation qui est l'intégration des opposés dans la psyché. Jung affirmait que l'âme humaine cherche constamment à équilibrer les contradictions, lumière et ombre, raison et émotion, liberté et limite. La grand-mère, qui savait à la fois embrasser et corriger, incarnait cette sagesse ancestrale. Son attitude montrait que le véritable amour ne protège pas du monde, mais prépare à l'affronter. Combien d'entre nous se souviennent de moments où, encore enfants, nous avons entendu une réprimande ferme accompagnée d'un geste d'attention. « Ne fais pas ça, tu vas te faire mal. Ce chemin n'est pas bon pour toi. Je dis non, parce que je veux ton bien. » Sur le moment, ces phrases pouvaient sembler être des obstacles, mais avec le temps, elles se sont révélées être des expressions d'amour mûr. La limite était en fait une protection. Cet enseignement devient encore plus essentiel après 50 ans, non seulement parce que nous reconnaissons l'importance des limites qui nous ont été imposées, mais aussi parce que nous devenons responsables d'établir des limites dans nos propres relations. À maturité, aimer en imposant des limites ne signifie pas seulement éduquer ses enfants ou ses petits-enfants. Cela signifie avant tout préserver sa propre dignité. Souvent, les personnes âgées sont tentées de tout céder pour conserver l'amour des autres. Céder financièrement, céder émotionnellement, céder même lorsque cela va à l'encontre de leurs valeurs. Mais le véritable amour n'exige pas la soumission. Au contraire, il exige des frontières claires. Fixer des limites, c'est affirmer. Je t'aime, mais je m'aime aussi. C'est montrer que la dignité ne peut être sacrifiée en échange d'affection. Cette attitude contribue également à des relations plus authentiques. Quand il n'y a pas de limite, l'amour se transforme en dépendance. Quand il n'y a pas d'affection, la limite se transforme en rejet. L'équilibre entre les deux crée des liens solides, où chaque personne sait jusqu'où elle peut aller sans blesser l'autre. Jung dirait que cet équilibre est le reflet d'une psyché mûre, qui a déjà intégré ses polarités et n'a plus besoin de vivre dans les extrêmes. Dans la pratique, cela peut se traduire par des gestes simples. Apprendre à dire non quand c'est nécessaire, même si cela fait mal.
Offrir son soutien sans assumer les responsabilités qui appartiennent à l'autre, corriger avec fermeté mais sans humilier, accueillir avec amour mais sans dissimuler les erreurs. Tout comme le faisait la grand-mère, il est possible de montrer que la limite ne diminue pas l'affection, mais au contraire, la renforce. En réfléchissant à cette leçon, nous réalisons que l'amour qui éduque n'est pas du sentimentalisme, mais un engagement envers la vérité et la croissance de l'autre. La grand-mère, avec sa sagesse pratique, comprenait que préparer quelqu'un à la vie exige plus que de l'affection. Cela exige de la fermeté. Jung confirmerait que c'est là le chemin de l'intégration, unir les opposés en un tout harmonieux. Ainsi, la leçon de la limite est aussi un miroir pour la vie adulte et la vieillesse. Aimer, oui, mais aimer d'une manière qui renforce. Donner, oui, mais donner d'une manière qui n'annule pas. Corriger, oui, mais corriger d'une manière qui édifie. Parce que le véritable amour n'emprisonne ni n'abandonne. Il éduque, soutient et libère. Récapitulons. Patience, écoute, intuition, discipline, sincérité, tradition et limite. 7 leçons qui, réinterprétées à la lumière de Jung, montrent que la sagesse des grands-mères est plus qu'une expérience pratique. C'est un héritage archétypal. Ce ne sont pas seulement des conseils isolés, mais des manifestations vivantes des forces universelles qui façonnent la psyché humaine. Ce que nous appelons la sagesse de la grand-mère est en fait le langage quotidien d'archétypes qui traversent les siècles. L'archétype de l'ancien, qui enseigne la patience, la valeur du silence, qui fait place à l'écoute, le soi qui se manifeste dans l'intuition, le besoin d'ordre face au chaos, la mère terrible qui confronte à la vérité, la grande-mère qui préserve les traditions et l'équilibre de l'amour qui éduque avec des limites. Chaque leçon est une pièce d'un puzzle plus grand. La recherche d'une vie intègre, équilibrée et connectée au sens profond de l'existence. À 50, 60 ou 70 ans, retrouver ces leçons n'est pas de la nostalgie. C'est un appel à l'individuation, le processus décrit par Jung comme l'intégration de toutes les parties de la personnalité. Dans notre jeunesse, nous sommes poussés à conquérir, à prouver, à rivaliser. Mais la maturité ouvre une autre voie. Comprendre que le véritable héritage ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous devenons. C'est à ce stade que le souvenir de notre grand-mère cesse d'être un lointain souvenir et devient un guide intérieur. Jung disait que la vie commence à 40 ans, mais ne trouve son sens qu'après 50 ans. En effet, ce n'est que dans la seconde moitié de notre vie que nous sommes en mesure de regarder en arrière avec clarté, de comprendre nos erreurs, d'accepter nos zones d'ombre et d'intégrer nos contradictions. Les leçons de notre grand-mère, lorsqu'elles sont revisitées, nous aident dans ce processus. Elles fonctionnent comme des panneaux routiers, nous rappelant l'essentiel. En retrouvant la patience, nous apprenons à faire confiance au temps. En cultivant l'écoute, nous découvrons la richesse du silence. En valorisant l'intuition, nous acceptons que tout ne peut pas être expliqué, mais peut être ressenti. En pratiquant la discipline, nous protégeons notre énergie. En vivant la sincérité, nous nous libérons des masques. En maintenant les traditions, nous renforçons notre identité. Et en imposant des limites avec amour, nous préservons notre dignité. Ces 7 piliers forment une sorte de carte pour une vieillesse consciente. Non pas une vieillesse résignée, mais une vieillesse qui porte en elle la force de l'archétype de la grand-mère. Peu importe que la personne en question ait été douce, stricte, silencieuse ou expansive. Toutes, à leur manière, ont transmis des symboles qui restent actifs en nous. Le retour à l'archétype de la grand-mère n'est donc pas seulement un hommage au passé. C'est une façon de comprendre que la maturité ne signifie pas une perte, mais un gain de profondeur. C'est reconnaître que ce qui semblait simple était en fait une expression sophistiquée de l'inconscient collectif. C'est admettre que la psychologie moderne, avec toute sa théorie, ne fait que donner des noms à ce que la vie enseignait déjà à travers l'expérience des générations. Et c'est là le point final, mais aussi un point de départ. Chacun d'entre nous, en arrivant à la seconde moitié de sa vie, est appelé à revisiter ces leçons. Non pas pour les répéter mécaniquement, mais pour les intégrer à notre parcours personnel. Le passé n'est pas une prison, c'est une racine. L'avenir n'est pas une menace, c'est une opportunité de vivre avec plus de sens. La question que nous posons est simple, mais profonde. Quelles leçons de votre grand-mère portez-vous encore en vous, et lesquelles avez-vous oubliées? La réponse n'a pas besoin d'être dite à haute voix. Elle se trouve dans les petits gestes du quotidien, dans la façon dont nous traitons les autres,
dans la manière dont nous nous traitons nous-mêmes, dans le choix entre la patience et la précipitation, le silence et le bruit, l'authenticité et l'apparence. Car au final, la voix de la grand-mère ne disparaît pas, elle se transforme en conscience. Et la maturité consiste justement en cela, transformer les souvenirs en guide intérieur, jusqu'à ce que nous puissions nous-mêmes devenir grands-parents, non seulement de nos enfants et petits-enfants, mais de toute l'humanité qui a désespérément besoin de retrouver ses racines. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt!